Bonjour! Bienvenue sur le podcast Je marche donc je pense. Un podcast par Marie du Jardin des Talents. Des réflexions très personnelles sur la connaissance de soi. Hello! Nouveau podcast. Alors hier j'étais partie pour enregistrer le podcast et j'étais arrivée à 2 minutes 48 exactement quand j'ai vu apparaître sur mon écran collège d'une de mes filles m'appeler, donc voilà. J'ai dû aller chercher un enfant au collège, rien de grave, heureusement, mais la dynamique de l'enregistrement a été coupée et c'est pas forcément simple de repartir derrière. Et au départ, le podcast que j'ai commencé à enregistrer hier était sur la marche et les bienfaits de la marche et pourquoi j'aime marcher, en réponse au boomerang Augustin Trapenard de cette semaine en compagnie de Laure Calamy, qui expliquait pourquoi elle aime marcher et les 2 ou 3 petites minutes consacrées à la marche ont vraiment fait écho au plaisir que je ressens moi quand je marche et à la genèse de ce podcast en fait. Voilà, donc j'étais plutôt partie pour enregistrer un podcast sur la marche. Et puis finalement, là, en vous expliquant au tout début du podcast que c'était difficile de se remettre dans une tâche interrompue, je me dis que je pourrais aussi justement évoquer ce matin, à l'occasion de ma nouvelle balade dans ma campagne, cette difficulté à faire face à la tâche interrompue. J'ai compris avec le temps que pour effectuer certaines tâches qui me demandent du temps, j'ai besoin de savoir que j'ai un créneau temps suffisant ou illimité. Il est des choses que j'aime pas du tout faire en sachant que je vais être interrompue. C'est le cas dans mon travail, dans des loisirs. Si je me mets à quelque chose, je vais être ultra concentrée. En fait, je vais avoir du mal à m'y mettre. Mais quand c'est le moment, je sais que je peux y passer des heures sans sortir de ce que je suis en train de faire. Et donc ce sont des moments où j'aime bien être seule et isolée, qu'on ne vienne pas me parler et savoir que j'ai pas besoin d'interrompre ce que je suis en train de faire pour faire autre chose pendant ce temps-là. Et ça s'applique déjà tout simplement à la lecture. En dehors des périodes de vacances d'été, je ne lis plus de romans. Alors j'ai arrêté de lire des romans à l'arrivée de l'enfant numéro 1. J'étais une liseuse compulsive. Mon plus grand plaisir par-dessus tout dans ce monde était de pouvoir passer des journées entières dans mon lit avec un bouquin et ne pas quitter ce livre. Ça, c'est quelque chose qui s'est avéré ne plus être possible à l'arrivée de l'enfant numéro 1. Et a fortiori, plus on a d'enfants et moins c'est faisable. Donc il n'y a qu'au mois d'août maintenant où je m'autorise la lecture d'un roman. Parfois en juillet aussi quand je pars en vacances avec les filles. Il nous arrive, cette année ça n'a pas été possible parce que le lieu de vacances n'était pas propice à la lecture.
Mais normalement, j'emmène mon hamac. Et à un moment donné, on décide que là, on se pose 2 ou 3 jours. On va à la librairie, chacune choisit un livre. Les enfants savent, là, c'est le moment où maman se pose dans son hamac. Et en général, ça se passe au camping. C'est pour ça que j'aime bien aller au camping, parce que les enfants ont une grande liberté. Ils peuvent aller jouer, ils peuvent courir, ils peuvent faire autre chose, revenir, jouer, préparer les repas avec une très grande facilité. Les tâches ménagères sont largement simplifiées. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien le camping avec les enfants quand je pars en vacances avec elles en juillet. Et voilà. Et donc là, c'est un moment où je sais que je vais pouvoir lire. Je ne vais pas être interrompue toutes les heures ou toutes les demi-heures pour faire autre chose. Et c'est un petit peu open bar, donc on essaie de prendre les repas ensemble et ça ne sera pas une catastrophe si les filles mangent et que moi je continue à lire dans mon hamac à côté d'elles en train de manger. Voilà, c'est une liberté qu'on s'octroie et j'apprécie beaucoup ces moments-là. Et après en août c'est pareil, sauf si on part nous en couple faire des vacances un peu plus actives. Mais sinon en août j'ai toujours du temps, au moins une semaine tranquille à pas faire grand chose, où je sais que je vais pouvoir lire. Et cette année c'était le cas pendant nos vacances. On avait trouvé un lieu de vacances idéal pour la lecture. Donc jour 1, on est allé dévaliser la librairie. Et voilà. Et on s'est installé dans le grand jardin et on a lu. Et c'est le moment de l'année où moi je lis des romans. Avec une très grande frustration le reste de l'année de ne plus pouvoir avoir le temps de lire des romans. Alors je sais qu'un jour ça reviendra. Et je ne serai pas forcément heureuse que ce soit revenu, parce que ça voudra dire que je serai vieille et que mes enfants n'habiteront plus à la maison. Donc voilà, je savoure aussi le fait de ne plus pouvoir lire. Et quand je me sens un peu frustrée de ne pas avoir le temps de lire un roman, je relativise justement en me disant oui, pour le moment tes enfants sont encore là et tu es encore jeune. Donc profite de ce temps-là, un temps pour chaque chose. Et peut-être qu'un jour plus tard, j'en aurai ras-le-bol de lire des romans, j'aurai plus que ça à faire. Donc voilà, je me dis que si j'ai pas le temps, ça veut dire que je suis plutôt en bonne santé, que je suis encore active, que j'ai plein de projets, que voilà, ma vie est remplie et donc j'ai pas le temps. Mais voilà, lire par exemple, c'est une activité que j'aime faire avec un grand créneau temps devant moi. Et pas un créneau temps de 2 heures dans une journée, non, c'est une semaine. Je sais que je vais lire mon livre en 2, 3, 4 jours sur la semaine et voilà, et ça c'est super important. Après, ça s'applique aussi à tous les autres domaines qui occupent ma vie. Et donc en ce moment, j'ai pas la sensation d'être particulièrement productive parce que je n'ai plus de créneau de temps supérieur à 1 heure ou 1 heure et demie par-ci ou par-là pour faire des choses. Et pour moi, c'est pas suffisant. Parce que 1 heure ou 1 heure et demie, c'est à peu près le temps qu'il me faut pour entrer dans mon sujet. Si je commence à me mettre à travailler mes photos, il va me falloir facilement 40 minutes minimum pour entrer vraiment en concentration dans ce que je suis en train de faire et réfléchir à ce que j'ai envie de faire avec mes photos et surtout pour trouver un calme intérieur, une forme de méditation. Enfin, quand je travaille sur mes photos, ça s'apparente à de la pleine conscience, de la méditation en pleine conscience. Donc si j'ai juste une demi-heure, c'est absolument pas suffisant. Et je suis souvent frustrée du résultat, mais pas du tout dans la satisfaction. C'est vrai qu'auparavant, j'avais des grandes plages temps le soir et je me couchais souvent au milieu de la nuit. Ça me dérangeait pas de me poser à mes photos vers 21h et d'éteindre l'ordinateur vers 1h, 1h30 du matin. C'était des moments que j'appréciais énormément et que je n'ai plus. Mais en contrepartie, je ne suis plus fatiguée. Ou moins.
fatiguée. Donc voilà, à chaque fois que je perds du temps pour faire quelque chose, j'essaye aussi de voir la contrepartie. Qu'est-ce que je gagne en échange ? En échange, je gagne que j'ai gagné en sécurité affective et j'ai gagné en sommeil et en repos. Et donc en énergie dans mon travail et en ponctualité le matin. C'est quand même pas mal. Voilà. Là, j'ai par exemple une conférence à préparer pour la semaine prochaine. J'arrive pas à m'y mettre parce que j'aimerais savoir que j'ai une journée entière pour me consacrer à cette conférence. Et là, j'ai pas. J'ai pas de journée entière. Et travailler en 2 fois, c'est quelque chose pour moi qui est très difficile. Je peux pas me dire je m'y mets jeudi matin et je m'y mets vendredi après-midi. Je fais partie des personnes qui ont besoin de consacrer un créneau de temps suffisamment grand pour aller de A à Z. Quand je fais de la couture, quand je me mets à ma couture, j'aime pas revenir sur un projet 2 jours après. C'est j'ai 4 heures devant moi et je me fais une robe. Et la robe, elle est finie à la fin. Ce qui fait que pendant très longtemps, je me suis couchée même encore plus tard qu'1h30 du matin parce que je voulais absolument que ma robe soit prête à porter le lendemain matin pour aller au boulot. Donc parfois, je me couchais à 4 heures du matin avec ma machine à coudre pour être sûre et certaine que ce serait fini. J'allais dormir, je me levais plus tôt que prévu, donc je dormais pas beaucoup à ce moment-là. Et pour justement terminer la petite finition qui n'aurait pas pu être terminée. Si je prends le temps de faire tout un podcast sur cette façon de fonctionner, c'est principalement parce que c'est un mode de fonctionnement complètement typique chez les atypiques. Ça fait partie du mode de fonctionnement lié à toutes les formes d'atypisme. Parce que bien que multitâche, étant des cerveaux en ébullition constante, on a besoin de temps pour entrer dans une activité et surtout une fois qu'on est dedans, on a beaucoup de mal à en décrocher. Et les transitions sont des étapes toujours très difficiles parce que si on n'a pas terminé ce qu'on est en train de faire, ça engendre des très très grandes frustrations qui peuvent déclencher des colères. Chez les tout petits, ça déclenche des colères, même pas que chez les tout petits, même chez des plus grands qui n'ont pas encore enclenché leur gestion des émotions ou qui n'ont pas encore pris conscience que leur gestion des émotions n'était pas celle attendue pour un adulte. Ça peut engendrer des colères. Dans mon cas, si on vient m'interrompre dans ce que je suis en train de faire, mais m'interrompre, ça peut même être juste me regarder, me faire un sourire. Et là, c'est fini. Je sais plus où j'en suis. Je suis déconcentrée dans mon travail. J'ai plus la capacité à me remettre dedans. Je sais pas, c'est comme si, pouf, envolé. Ça s'envole. Hop là. Ah, je sais plus ce que j'étais en train de faire. Alors pour un peu qu'il faille se lever pour aller chercher un gamin à l'école, pour le ramener à la maison, là c'est foiré, c'est fini. J'ai plus la capacité à faire le truc que j'étais en train de faire. C'est rangé, ça reste en plan et puis c'est pas fini. Ça j'en ai pris conscience il y a déjà quelques années. Donc j'essaie de m'organiser en fonction. C'est pas simple. Par exemple, là, je sais que pour lundi, j'ai des cours à préparer pour mes élèves. Et idéalement, de ce que je mesure dans ma tête, pour pouvoir faire le truc bien comme j'aimerais que ce soit fait, il me faudrait un créneau temps de 5 heures. Voilà. On est samedi... je regarde l'heure. On est samedi... j'ai pas l'heure. Il est quelle heure ? J'ai pas l'heure. Assis ici. Voilà. On est samedi 11h20.
Avec tout ce qu'il y a à rentrer dans le week-end, je ne vois pas à quel moment je vais avoir un créneau temps de 5 heures pour préparer mes cours pour lundi. « 5 heures, ça implique qu'à un moment donné, il faut faire une pause pour manger, préparer un repas. Ça devient vite très compliqué. Plus tout ce qu'il y a à faire le week-end à la maison. Ce qui enclenche un mode de frustration constant. Et ça, c'est quelque chose de très typique chez les atypiques. C'est cette sensation de frustration de n'avoir jamais le temps ou de plus avoir l'occasion de faire des choses qui demandent du temps et qu'on aime faire en plus. C'est ça le pire, ce sont des choses qu'on aime faire. Et parce qu'on aime les faire, on a besoin de temps pour les faire. Et ça reste dans la tête quelque part. On n'arrive pas à vider la mémoire parce que on sait que c'est là, qu'il faudrait le faire. Ma conférence, elle est là depuis ça fait 3 mois que je suis au courant que je dois la faire le 18. Ça fait 3 mois que je sais qu'il faut que je me prenne une journée entière pour la faire. Et ça fonctionne pas. J'ai pas eu encore l'espace-temps pour arriver à la faire. Déjà, il fallait que je me décide sur mon sujet. Et ensuite, j'étais toujours pas sûre de moi. Et puis, ça travaille en mode automatique en arrière-plan. Mais maintenant, il faut vraiment que je me pose, que je m'assieds et que je sois isolée dans mon monde et que plus personne vienne m'adresser la parole pendant au moins 8 heures. En fait, l'idéal, ce serait d'avoir une journée complète, mais archi complète, où personne vient me demander on joue à midi, on fait quoi à midi ? Non, là, je suis dans ma conférence, là. Et je vais pas être dans la satisfaction quand je vais aller la présenter, parce que je n'aurais pas pu me donner les moyens matériels d'être dans la réussite que j'aurais voulu pouvoir donner. Donc forcément, après, je perds en estime de moi et je perds en confiance en moi. Je vous raconte ça avec je et moi. Si ça fait écho chez vous, c'est largement... je trouve pas mes mots. C'est un fonctionnement normal chez les atypiques en fait. Et c'est ce qui peut mener au burn-out. Ou au bored out. Le bored out, I'm bored, quand je m'ennuie. Dans le cas de mon burn-out à moi, on l'a appelé un burn-out parce que c'est le mot le plus utilisé. Mais en vrai, de chez vrai, c'était a bored out. J'ai explosé d'ennui. Mon cerveau n'étant plus suffisamment stimulé, n'ayant plus l'occasion de pouvoir mettre en place réellement ce que je devais mettre en place et ce que je voulais atteindre, n'ayant plus de créneau temps suffisant pour bien faire ce que je voulais faire, étant en sous-régime sur d'autres choses, mais en sur-régime sur d'autres, ça a tout cramé là-haut. Donc, comme je l'explique dans le tout premier épisode du podcast, je me suis écroulée par terre. Donc voilà, ça me semble important ce matin là de prendre un peu de temps, justement sur ce besoin de ne pas être interrompu dans son travail. En plus, parmi les personnes que j'accompagne en ce moment dans le cadre de ma formation, ce sont des phrases qui reviennent souvent. Donc c'est quelque chose pour laquelle j'ai énormément de compréhension. Je suis constamment interrompue et je peux pas me mettre à la tâche. Alors ça, c'est quelque chose que je comprends. J'ai pas mal réfléchi à ça et on a essayé aussi de réfléchir avec les personnes que j'accompagne en ce moment ou avec des personnes dans mon entourage avec qui on en a déjà parlé, ne serait-ce qu'avec mon compagnon qui lui aussi a besoin de ne pas être dérangé dans ce qu'il est en train de faire. Et parmi les outils les plus utiles, je pense, il y a ce petit panneau d'hôtel « Do not disturb », ne pas déranger, qui est un outil important.
Alors, c'est quelque chose que je fais verbalement quand j'ai besoin de temps pour faire ce que je suis en train de faire. Je vais voir chacun des habitants de ma maison et je précise. Là, je vais me mettre à travailler, j'ai besoin de temps pour faire ce que je suis en train de faire et de ne pas être dérangée. Je pense que ma plus grande erreur est de ne pas dire quelle est la durée dont j'ai besoin, parce que régulièrement, au bout de 30, 40, 60 minutes, j'ai déjà quelqu'un qui vient me déranger. Alors moi, j'ai pas de bureau qui ferme. Tout le monde peut s'isoler dans ma maison, mais moi, j'ai pas de bureau qui ferme. Donc si je travaille, c'est soit sur la table de la cuisine, soit sur une table dans la véranda, soit dans mon bureau qui est dans la mezzanine. Mais j'ai nulle part une porte qui ferme. Donc je peux pas mettre un petit panneau sur ma porte, je suis en train de travailler. Qui plus est, il y a un certain manque d'autonomie dans la maison par rapport à l'âge des enfants, qui fait que je suis obligée d'être disponible pour eux quand même par moment. Donc mettre un panneau ne pas déranger et pas gérable quand les enfants sont là en fait, puisque j'ai quand même des obligations de mère de famille. Et donc ça c'est pas possible. Le truc qui me sauve la vie de temps en temps, c'est mon casque anti-bruit. Alors entre-temps, il n'est plus anti-bruit, mais ils sont nombreux à penser qu'il est encore anti-bruit. Donc quand ils savent que j'ai un casque sur la tête, en général, ils viennent pas trop me déranger. Maintenant, il faut que je me rachète un vrai anti-bruit parce qu'en fait, en vrai, j'entends quand même ce qui se passe et je les entends se demander si je les entends ou pas, donc c'est un peu dérangeant. Mais dans la maison où on habitait avant, j'avais pas non plus de pièce pour m'isoler. J'avais un bureau, mais il était passant, voilà. Et j'entendais quand même ce qui se passait, sauf avec le casque anti-bruit. Et c'est principalement, j'ai 2 facteurs qui ont fait que j'ai pas pu terminer le master de recherche que j'avais commencé. Je sais plus si j'en ai parlé dans un podcast ou pas, mais en 2018, je m'étais lancée dans un master de recherche pour pouvoir intégrer un doctorat derrière et ne disposant pas d'un bureau qui ferme et étant sans cesse dérangée dans ce que j'étais en train de faire, j'ai pas pu mener à bien mon master 2. Et il aurait fallu que je puisse fermer une porte, justement, et pouvoir m'isoler pendant de longues heures. Parce que lire un article scientifique, ça prend du temps, et après réfléchir et répondre aux questions et s'interroger et tout ça, ça prend du temps et ça demande aussi du silence. D'où une grande frustration encore. Et donc, si vous écoutez ce podcast sur le temps dont vous avez besoin pour réaliser des tâches et le besoin de ne pas être dérangé quand vous êtes en train de faire quelque chose qui vous demande de la concentration, c'est normal. C'est normal pour certaines personnes. D'autres sont capables d'être interrompus et de reprendre ce qu'ils étaient en train de faire. Mais pour d'autres personnes, c'est pas possible. L'hypersensibilité venant se greffer à tout ça, souvent, quand on fait partie des personnalités qui ont beaucoup de difficultés avec le fait d'être interrompues dans le travail, c'est quand même beaucoup plus facile de se mettre à la tâche dans le silence et dans la nuit en fait. Je me souviens que quand je travaillais en bureau, je préférais arriver plus tard le matin et être la dernière à partir parce que j'appréciais cette ambiance de calme dans le bureau après 17h30 quand tout le monde était parti. Et là, moi, je pouvais rester... si j'avais pas eu les enfants à les chercher, j'aurais pu rester presque jusqu'au lendemain matin, en fait. J'aurais préféré pouvoir travailler en décalé et pouvoir travailler justement dans mon bureau quand plus personne n'était là et ne plus être dérangé par le téléphone, les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment, la photocopieuse, la machine à café, les rendez-vous, les trucs, les machins. C'était trop de stimulation et on m'avait surnommée Marie Bulle à ce moment-là, donc le petit nom de Marie Bulle et la marque de papeterie Bertha Bulle, ça vient de là, parce que mes collègues avaient remarqué ma capacité à me mettre dans une bulle
Et que quand j'étais dans ma bulle de travail, le monde aurait pu s'écrouler à côté de moi, j'aurais rien entendu. Donc souvent je travaillais avec mes écouteurs. C'était pas des casques anti-bruit malheureusement. Et je partais dans mon travail et plus rien ne comptait autour. Ce qui n'a pas participé de façon positive à mon intégration sociale dans l'entreprise. Parce que j'étais perçue comme une personne associable. Comme quelqu'un qui n'avait pas de capacité à entretenir des relations sociales avec ses collègues de travail, puisque j'avais besoin de m'isoler dans ma bulle pour me mettre au boulot. Donc ça n'a pas facilité les choses dans l'entreprise. Des solutions, clairement, j'en ai pas encore réellement trouvé. Je pense que chacun a sa boîte à outils. Je pense que la communication est principalement l'outil principal, de pouvoir exprimer son besoin à ses collègues ou aux autres habitants de sa maison et d'avoir la capacité à dire eh bien là j'ai besoin de 4 heures sans être dérangée parce que j'ai quelque chose de vraiment très important à faire et pendant ce temps-là j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Alors dans une vie de famille c'est difficilement gérable. On a rarement des créneaux de 4 heures. Et quand tout le monde travaille à la maison, comme pendant le confinement, c'est pas très viable, puisque tout le monde a besoin de ses créneaux de temps, et il y a quand même des obligations, et tout le monde n'a pas faim en même temps, et tout le monde ne fait pas sa pause en même temps, et ça peut être très difficile à vivre, mais après, sur certains week-ends aussi, parce qu'on n'est pas tous disponibles en même temps. Et que quand l'un ou l'autre adulte va décider que maintenant c'est le moment de récréation et que c'est pas le bon moment pour l'autre adulte ou que c'est pas le bon moment pour les ados, je compte pas encore celle qui est en primaire, elle n'a pas besoin de grand temps de travail pour le moment et ses activités à elle prennent moins de temps en concentration. Mais les 2 plus grandes ont besoin de temps, elles aussi. La deuxième, c'est surtout du temps pour lire. On doit surtout la décrocher de ses bouquins. Et donc, quand l'un des 5 décide que maintenant c'est le moment de ne pas être dans ses occupations et que ça ne correspond pas forcément aux autres, c'est pas forcément simple à vivre. Ça peut enclencher beaucoup de frustration de part et d'autre et des crises familiales terribles, avec des reproches dans tous les sens, et tout le monde se reproche la même chose. J'ai jamais le temps de faire ça, vous respectez pas mon travail, je nous mets tous dans le même panier, parce qu'on a tous de grands besoins et on va tous dans les mêmes reproches. À ce jour, je n'ai pas trouvé la recette miracle. Aujourd'hui, je sais juste que ce mode de fonctionnement est normal pour certaines personnes, qu'il faut l'écouter, l'entendre, le respecter, que quand on le respecte pour l'un, on attend que les autres respectent pour soi-même, que ce qui est fait pour les uns doit être fait pour les autres, qu'il n'y a pas une activité prioritaire sur les autres, qu'on doit tous être dans la capacité à accepter que. C'est pas simple. Donc l'objet de ce podcast n'est pas forcément de vous donner des outils ce matin. Il était principalement de partager avec vous cette réflexion, très personnelle une fois de plus, sur le temps dont chacun a besoin pour réaliser ses tâches et peut-être déclencher des résonances, peut-être vous sentir proche de ce mode de fonctionnement, vous dire qu'il n'y a pas que vous qui fonctionnez comme ça, qu'il y a des tas d'autres gens qui fonctionnent comme ça, qu'on n'a pas tous
pris conscience de ce mode de fonctionnement, qu'on comprend pas forcément pourquoi on a du mal à revenir sur un truc, tout ça. Bon moi là ce matin c'était difficile de revenir sur le podcast. Je me suis mis un petit planning le vendredi matin à 8h30, 8h20, enfant numéro 3 est à l'école. Je la dépose en basket et en tenue de marche et après je marche, j'enregistre mon podcast. Je rentre à la maison, je fais le montage avec le petit jingle avant. Je le lance sur ma plateforme. J'ai le temps de me préparer puis d'aller à mon cours de chant. C'est ma petite routine du vendredi matin. C'est une routine que j'ai mise en place parce qu'elle me fait plaisir. J'ai élaboré une routine plaisir. Donc c'est pas une contrainte, cette routine-là. C'est une routine plaisir. Donc je sais que pour enregistrer un podcast et marcher de façon satisfaisante, j'ai besoin d'à peu près 50 minutes, bien que celui-ci ne fera pas 50 minutes. Je sais qu'après, j'ai besoin d'à peu près 20 minutes pour faire mon montage et lancer le podcast sur les réseaux. Et après, je suis prête, je peux aller me pomponner pour aller à mon cours de chant. Parce que mon cours de chant, il a lieu chez un monsieur complètement atypique qui fait le cours de chant dans un vrai studio d'enregistrement. Et la première fois, j'y suis allée en robe de plage et en chaussures plates. Et en fait, ça a pas marché pour moi. J'ai besoin de me mettre dans la peau d'une rockstar pour aller faire mon cours de chant, ok ? Parce qu'on fait des trucs vraiment rock'n'roll. Ça me donne la patate pour le vendredi et tout le week-end. Je chante comme une casserole. Mon répertoire de chant dans son ordinateur s'appelle Marie Casserole. Donc je chante comme une casserole. Mon objectif est de moins chanter comme une casserole, surtout de me faire plaisir et d'en retirer de la satisfaction. Donc c'est un prof de chant qui est vraiment dans la bienveillance, avec qui on rigole beaucoup. Et c'est un moment de plaisir. Mais j'ai besoin de temps pour me pomponner avant d'y aller. Je peux pas rentrer en courant, lancer le podcast, vite fait prendre une douche et aller au cours de chant. J'ai besoin de ce temps-là pour moi. Quand on réfléchit à prendre du temps pour soi, il y a aussi de quelle nature est le temps qu'on a envie de prendre pour soi et de quelle qualité il est. Et donc pour moi, cette petite routine du vendredi matin, même quand le cabinet sera ouvert après, j'ai décidé que tant pis, c'est pas grave, le vendredi matin, je prendrai pas de rendez-vous. Parce que c'est ma matinée, c'est mon rendez-vous avec moi-même. Et c'est super important. Donc je sais que le vendredi matin, j'ai un créneau temps de 4 heures, 3h30 pour moi. Et ça, c'est super important. Sauf quand le collège m'appelle pour aller chercher une de mes filles qui s'est fait une entorse au volley en cours de sport. Comme elle a sport de 8 à 10, elle s'est fait son entorse à 8h20. Donc le temps qu'elle arrive à l'infirmerie, il était 8h42. Et donc j'avais enregistré très peu de minutes de mon podcast. Et revenir dessus ce matin, c'était compliqué parce qu'en fait, c'était pas dans ma routine de samedi matin. La routine d'aujourd'hui, c'était pas celle-ci normalement. Et donc il a fallu que je décale ma routine. Et comme c'est important pour moi de prendre du temps, pour moi, j'ai décidé de le faire quand même. Donc là, je sacrifie d'autres choses pour pouvoir le faire. J'ai trouvé un compromis, donc ça ne sera pas 50 minutes. Je ne vais pas aller marcher 5 ou 6 km ce matin. Je regarderai après combien j'ai fait. Je pense que ça sera peut-être à peine 3. Mais au moins, j'ai trouvé un compromis qui me permet d'être dans la satisfaction. Quand vous avez ce genre de pensées, de soucis, de tracas avec la gestion de votre temps et que vous savez que pour faire les choses, il va vous falloir tant ou tant de temps et que ça va pas forcément être possible, parfois c'est faisable un compromis avec soi-même. De se dire voilà, je sais que pour mon conjoint c'est important qu'on mange ensemble le samedi midi. Je sais que pour mes enfants c'est important qu'on passe du temps ensemble le samedi midi. Donc là, moi j'avais envie de faire une grasse mat, donc je fais un compromis et je propose ce compromis-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'outil le plus important à mon sens c'est la communication au sein du couple ou de la famille et d'arriver à exprimer à l'ensemble des habitants de sa maison. Alors moi aujourd'hui j'ai besoin de tant de temps pour faire ça. Potentiellement je peux peut-être réduire un peu le temps
Je ne sais pas. Quels sont vos souhaits pour la journée? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? À quel moment ma présence est-elle indispensable? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire seul sans moi? Est-ce que j'ai la possibilité de m'isoler 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures? À vous de voir avec votre entourage comment trouver une solution, un compromis pour que tout le monde y trouve son compte. Si vraiment j'ai une situation en tête bien précise qui n'est pas la mienne, si vraiment vous savez que la personne avec qui vous partagez votre vie est complètement réfractaire au fait que vous puissiez prendre du temps pour vous, pour effectuer des choses, il s'agit alors de voir sur quel autre moment de vos journées et de votre semaine vous pouvez interagir. Est-ce qu'il y a d'autres moments où on peut prendre du temps justement pour faire des choses qui demandent du temps personnel, sans se fatiguer, sans se couper de sommeil et sans se couper d'alimentation, ni les besoins primaires sont toujours la base. Si les besoins primaires ne sont pas satisfaits, on ne peut pas avancer. Donc il faut absolument privilégier son sommeil et son alimentation. Ça, c'est la base. Et à partir de là, voir avec soi-même et avec son entourage proche quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer un peu. Qu'est-ce qui est compressible, incompressible? Qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui n'est pas indispensable? À quel moment on peut se passer de moi? À quel moment on ne peut pas se passer de moi? Est-ce que si je colle mes gamins tout petits 1 heure devant la télé pour pouvoir aller faire un truc, alors je suis anti-écran à la base, on n'a pas de télé chez nous, il y a des ordinateurs et des téléphones portables qui sont tous réglementés dans leur utilisation. Les enfants n'ont pas un accès libre aux écrans, mais ça peut m'arriver justement de faire une entorse à mon idéal sans écran et de me dire là je peux quand même, ok, on trouve un compromis, elles ont fait tout ce qu'il y avait à faire, tout le monde a fait ses corvées dans la maison, là moi j'ai besoin d'1 heure pour jouer à mon jeu sur le canapé, ça peut m'arriver, ok d'accord, vous pouvez aller regarder la télé pendant 1 heure, mais au bout d'1 heure on coupe. C'est arriver toujours à peser le pour, le contre et voir là où c'est compressible, incompressible et s'octroyer de l'importance finalement, parce que quand on a ce mode de fonctionnement, à ne pas pouvoir s'interrompre dans ses tâches et à avoir beaucoup de mal à reprendre un truc qui était commencé mais qui n'était pas fini, c'est aussi s'accorder de l'importance, de se dire je vais prendre un exemple complètement concret. J'avais encore les cheveux très longs jusqu'à la semaine dernière et pour laver mes cheveux il me fallait 20 minutes. Donc impossible de me dire va prendre une douche rapide et on y va. Non. Moi j'ai les cheveux très longs, pour les laver et qu'ils soient bien mis et qu'ils soient propres et tout ça, il me faut 20 minutes. Donc plus le temps d'habillage et tout, 30 minutes. Voilà. Alors je suis une personne qui dans la vie de tous les jours ne va pas prendre forcément beaucoup de temps dans la salle de bain. Mais sur ce temps-là du week-end, on va dire incompressible sur les cheveux longs, c'est intransigeant quoi. Je veux dire, je vais pas avoir l'air de rien juste parce qu'il faut aller vite sur un truc et j'aime pas avoir les cheveux gras. Enfin, ça peut sembler complètement idiot comme détail par rapport à un besoin de 5 heures pour travailler sur sa conférence. Mais le raisonnement est le même en fait. Bon, finalement, j'ai décidé de me couper les cheveux pour passer moins de temps dans la salle de bain. Ça a été ma solution à moi parce que au bout d'un moment, perdre ce temps-là n'était plus envisageable pour moi. Ça me prend trop de temps et ça devient une grosse contrainte. Donc finalement, j'ai coupé. Pas encore suffisamment court pour que ça me prenne encore moins de temps.
Mais voilà, ça fait partie des raisonnements. Si j'ai pas suffisamment de temps pour m'en occuper, je les enlève. Parce que sinon, après, ça sera pas bien fait. Ça va créer de la frustration. Et me regarder chaque matin dans le miroir avec l'idée de la frustration de ne pas avoir eu le temps d'eux. Et à chaque fois me dire, ah bah oui, mais si j'avais le temps de m'occuper de mes cheveux, ils seraient pas comme ça, et ils pourraient être mieux, et j'aurais une autre tête si j'avais pris le temps d'eux. Et voilà, non, on est tout le temps dans la répétition et dans la boucle. On a déjà parlé des boucles. Bon, j'ai trouvé un compromis avec moi-même. Je les ai coupés et comme ça me permet de plus dépenser ce temps-là sur un truc pénible et d'être beaucoup moins frustrée et d'avoir une tête qui me plaît le matin quand je me lève. Voilà, donc je sais pas si vous arrivez à percevoir, je sais pas si j'étais claire en fait sur celui-ci, j'ai l'impression de m'être un peu dispersée. Pour moi dans ma tête c'était clair, mais voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos commentaires, à mettre une petite étoile, un petit pouce en l'air, à interagir avec le podcast. Ça me fait toujours plaisir de voir vos interactions. Je réfléchis de plus en plus à créer des réseaux sociaux dédiés à Je marche donc je pense et au Jardin des Talents. Seulement c'est chronophage et pour pouvoir les créer, je sais que je vais avoir besoin d'un créneau temps de facilement 2 à 3 heures minimum et pour le moment je n'ai pas. Donc je ne crée pas de frustration supplémentaire. Pour le moment c'est en stand-by et j'essaie d'être alignée avec ça. Et quand je me dis tu devrais, je me demande où sont mes priorités, qu'est-ce qui est important. Si je le fais, je vais sacrifier du temps à quoi ? Ok, pour le moment je ne suis pas disponible. Donc je trouve un alignement et pour le moment je n'ai pas de réseaux sociaux dédiés à Je marche donc je pense. Voilà, bon, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée, je ne sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast. Ça m'intéresserait aussi de savoir si vous aussi vous partez en balade. J'ai une auditrice qui m'a dit l'autre jour que finalement ça lui donnait envie de partir en balade. Donc si vous aussi ça vous donne envie d'aller marcher, osez me mettre un petit commentaire, m'envoyer un petit message. Si vous ne me connaissez pas personnellement, on me trouve sur Instagram sous l'atelier au fond du jardin. L'atelier en un mot, le tiré du 8 au fond, tiré du 8 du jardin, c'est un compte photo. Voilà. Et voilà. Et peut-être plus tard, il y aura vraiment un compte dédié au podcast. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Au revoir.